suis un lion étendu sur la carte de la France, la patte à demi levée est prête à dépasser le Rhin, avec cette légende « Malheur à qui me cherche », prête à dépasser le Rhin. Eh bien, le recès de Ratisbonne de 1803, c'est Napoléon qui est en train de préparer son remue-ménage de l'autre côté du Rhin, c'est-à-dire sur la rive droite, parce qu'il a bien l'intention de le sauter le Rhin. Puis vous aurez remarqué « Malheur à qui me cherche », le chercher, ça veut dire essayer de s'opposer comme on peut à ces tentatives d'expansion. Ce lion, cette politique de lion, je me demande si on la définit bien avec l'image du lion. Je préférerais pieuvre avec des tentacules. Car tout ce que nous allons voir dans cette histoire napoléonienne, ce sont les tentacules, non pas certes de la France, les tentacules de Napoléon, qui, telle une pieuvre, va essayer de prendre autour de lui. Une pieuvre, je dirais, compliquée d'un vampire. Vous l'avez déjà vu quand il était dans l'Italie du Nord, ce qu'il faisait. Ramasser millions sur millions. C'était un artiste, vous voyez, comme dit M. Madeleine. Il s'occupait de tableaux aussi, de statues, il les prenait. Eh bien maintenant, entre les traités de Lunéville, d'Amiens, et ce qui va se passer en 1803 et que je vais vous raconter, le vampire travaille. Le vampire a obtenu d'abord de la fameuse petite république italienne, dont il est le patron, une fourniture de 33 millions par an. Il faut qu'il s'arrange. Enfin, on fera des prélèvements, on fera des impôts, mais la France veut, Napoléon veut 33 millions par an. D'autre part, il y a le Portugal et l'Espagne, qui sont des pays riches. Alors Bonaparte, il va organiser une espèce de rupture apparente entre l'Espagne et le Portugal. Il a dans la main Godoy. Godoy, c'est le grand homme de l'Espagne, parce que c'est l'amant de la reine et que le pauvre roi Charles IV obéit à ce que veut Godoy, à ce que désire Godoy. Alors Bonaparte s'arrange avec Godoy pour lui dire: vous allez menacer d'une guerre le Portugal, et comme la guerre n'éclatera pas, on dira aux Portugais: si vous voulez qu'on ne vous attaque pas et que la France n'intervienne pas, versez 20 millions. Ça y est, le Portugal va verser 20 millions. L'Espagne même. Bonaparte vient d'apprendre qu'il y a des galions d'or qui arrivent d'une manière assez régulière en Espagne, qui gagnent beaucoup d'argent avec ses colonies d'Amérique latine. Dès qu'il sait qu'il y a une arrivée massive de galions d'or, il demande à Godoy de signer un papier par quoi la France touchera par mois, 6 millions. Ça fait, si je ne me trompe pas, 72 millions par an, multiplié par 4 aujourd'hui, pour avoir le chiffre de francs actuel. Et si vous comptez en dollars, ça fait du 72 millions de dollars par an. Là, vous voyez que la pop travaille bien aussi. Du côté de la République batave, on avait établi ça en Hollande, vous savez, une fausse république. Il y aura un corps expéditionnaire français en permanence et qui sera là à la charge de la Hollande. De telle manière que ça fera des économies à Napoléon, puisqu'il n'aura pas besoin d'entretenir ses troupes, elles seront entretenues aux frais de la Hollande. Tout ça, tout ce que je vous raconte, les tentacules de la pieuvre et le travail du vampire, tout ça s'accomplit sous le signe de ce traité de Lunéville, qui, dans un de ses articles, garantissait expressément l'indépendance des républiques cisalpines, helvétiques et bataves. Alors vous comprenez bien qu'on ne peut que donner raison à une certaine note de la chancellerie autrichienne, et que voici. Le repos de l'Europe. Je suis content qu'ils aient écrit ça, parce que ça correspond comme un écho à ce qu'avait écrit Bonaparte en 1800. Le repos de l'Europe est troublé quand une puissance attribue des droits d'occupation ou de protection qui ne sont avoués par aucun traité, et quand elle emploie la force et la crainte pour dicter ses lois à ses voisins, et quand elle reparle des droits de la victoire après que la paix les a éteints. Ce qui n'empêche pas Napoléon, avec la candeur de l'innocence ou du cynisme, de faire le 13 mai 1804 cette déclaration: toute l'Europe peut me rendre cette justice, que je ne me mêle jamais des affaires intérieures d'aucun État. Avec un petit commentaire souriant que nous devons aux mémoires de Lucien. Je les connais, les Français, dit à son frère Lucien, je les connais, les Français. Ils adorent avoir à leur tête un prince qui les mène de temps en temps voler à l'étranger. Enfin, en principe, c'est la paix, et les historiens nous disent aujourd'hui, Bonaparte a inauguré son règne par 2 années de paix, paix de Lunéville, paix d'Amiens, et jusqu'en 1803, c'est la paix. C'est la paix à condition de ne compter pour rien des expéditions coloniales. Parce qu'en 1802, il y a eu une expédition coloniale, c'est l'expédition de Saint-Domingue, dont je voudrais vous parler en quelques minutes. C'est pas la constituante, certes, ni la législative, qui avait libéré les esclaves noirs. Il avait fallu attendre de nouveau Robespierre. C'est lui, en avril 1794, qui avait dit: la République ne peut pas tolérer dans ses colonies, dans ses possessions, des esclaves. Ça avait été une indignité de sa part. Il y avait le lobby colonial qui était fou furieux contre lui. Enfin, ça y était. Tout de même, les esclaves étaient libérés. Le fait est que la libération avait été réelle à Saint-Domingue et qu'il s'est établi là une république, la première république noire indépendante, avec Toussaint Louverture.
Toussaint Louverture avait collaboré aux Français pour chasser les Anglais de Saint-Domingue et les Espagnols. C'était maintenant une république indépendante, mais Toussaint Louverture désirait entretenir les liens les plus étroits avec la France, et en particulier des liens économiques. Pas question pour Bonaparte d'accepter qu'il y ait une république noire indépendante. Il a à côté de lui le fameux lobby colonial qui a maintenant repris du poil de la bête, et on peut dire qu'à la tête du lobby colonial, il y a sa femme, enfin la créole Joséphine. Il y a ces tiers qui nous le racontent, c'est Thiers seul qui le dit, mais c'est bien intéressant dans son histoire du consulat et de l'Empire. Il y a des conseillers autour de Bonaparte qui lui disent « Vous désirez faire rentrer les émigrés ». Il voulait, pour qu'il ait le plus possible d'ex-royalistes qui se rallient. Ces émigrés, ils vont rentrer, ils vont demander des indemnités parce qu'on leur a pris une partie de leurs biens. Alors Thiers dit « Nombreux étaient ceux qui conseillaient à Bonaparte d'indemniser les émigrés en rétablissant l'esclavage, car un grand nombre d'entre eux avaient eu des possessions à Saint-Domingue. » Deuxième raison d'intervenir contre Saint-Domingue. Troisième raison, les armateurs. Ça, c'est dans Molien, dans les mémoires de Molien. Et il a même une phrase bien intéressante, Molien, que je vois ici. Il écrit dans un style orné, vous savez, ce monsieur. Et il dit, les armateurs avaient envie de reprendre le commerce avec Saint-Domingue à l'aide d'une foule d'objets. Voilà le style Molien. Une foule d'objets que la délicatesse de notre civilisation repousse, mais qui font la joie des pays moins avancés, c'est-à-dire une pacotille sans valeur qu'on va échanger à prix d'or, mais à condition que les ex-esclaves se laissent faire. Il a une autre raison encore, Bonaparte, de lancer son expédition militaire de Saint-Domingue, c'est l'affaire de Rennes, dont je vous ai parlé la dernière fois. Un commencement d'insurrection militaire à Rennes. Il n'y a plus de guerre maintenant, alors les soldats, enfin les officiers dangereux, ne sont plus en Allemagne, ils sont rentrés en France. Ce serait très bon d'envoyer des fortes têtes se faire descendre à Saint-Domingue, peut-être aussi par le climat, enfin ne pas les avoir là. Le 83e de ligne en particulier, qui s'était non pas insurgé, mais qui suivait son colonel Simon, sous les ordres de Bernadotte, et c'est au 83e de ligne qu'avait été lancé l'appel à toutes les armées de France. Le 83e, il ira à Saint-Domingue et il n'en reviendra pas. Dernière raison, il a l'esprit de famille, vous savez, le caïd Bonaparte, enfin, le sens de la solidarité tribale. Alors Pauline, sa petite sœur Pauline, qui s'est mariée avec Leclerc, il lui a trouvé que c'était un mariage du reste un peu insuffisant, on va lui donner une sorte de principauté coloniale. On va reconquérir cette île de Saint-Domingue, pour permettre à ces Noirs d'être libres, c'est inconvenant, et puis Pauline aura là-bas beaucoup d'argent. Alors vous savez comment ça va se produire, sournoisement, on envoie un corps expéditionnaire, le corps expéditionnaire a une proclamation pour expliquer aux Noirs qu'il ne faut pas s'inquiéter. Le 8 novembre 1801, la proclamation, la voici: que craindriez-vous des républicains que nous sommes? Si l'on vous dit que nos forces sont destinées à vous ravir votre liberté, répondez: la République française ne souffrira pas qu'elle nous soit enlevée. Il a compris, Toussaint Louverture, il sait très bien ce qui se passe. Par conséquent, il va s'opposer militairement au débarquement des 30 000 Français qui arrivent là. Il sera battu, il y aura un armistice. On lui fera le coup que Bonaparte a fait à frotter le Vendéen, vous vous rappelez, frotter ce Vendéen qui avait eu l'imprudence de croire à la sincérité de Bonaparte, qui lui avait donné un sauf-conduit, et donc dès qu'il est entré dans les lignes françaises, on l'a tué. Et bien de même, le général Brunet écrit le 7 juin 1802 à Toussaint Louverture: venez chez moi, venez me voir, vous y trouverez la franchise d'un soldat qui ne fait d'autre vœu que pour la prospérité de la colonie et pour votre bonheur personnel. Et dès que Toussaint Louverture sera chez le général Brunet, on sautera sur lui, on le garrottera, on le jette sur un bateau, on l'envoie en France et il mourra très rapidement au bout de quelques mois au fort de Joux. Bien entendu, l'esclavage et la traite des Noirs ont été rétablis. En date du 27 mai 1802, Bonaparte a rétabli l'esclavage. Et quant à l'expédition de Saint-Domingue, elle tournera très mal parce qu'il faudra l'abandonner, il faudra se retirer. La fièvre jaune avait détruit tout le monde. Enfin, 37 000 soldats français y seront morts, dont Leclerc. Et cette colonie de Saint-Domingue sera perdue définitivement pour la fin. L'Angleterre maintenant, est-ce qu'on va se battre ou est-ce qu'on ne va pas se battre? Eh bien, les Anglais n'y tiennent pas. Ils n'y tiennent pas malgré le fait qu'ils sont très déçus du point de vue économique. Mais nous avons là-dessus des renseignements très sérieux depuis quelques années. Le livre de M. François Crouzet sur l'économie britannique et le blocus continental. C'est un livre exhaustif, vous savez, c'est le grand livre qui nous apprend ce qui s'est passé en Angleterre économiquement du temps de Napoléon. Eh bien, l'année 1802 a été marquée en Angleterre par une expansion économique sans précédent. Donc, bien qu'il n'ait pas eu du côté de la France le traité de commerce qu'il désirait, les Anglais ne souhaitaient pas la guerre. Mais cette guerre, Bonaparte la souhaite. Et comme il ne veut pas se mettre en position personnelle d'agresseur, comme il veut obtenir qu'il soit attaqué pour pouvoir dire à son peuple « nous nous défendons », qu'est-ce qu'il va faire? Il va procéder par des menaces et il va procéder par des provocations. La menace.
il va faire écrire par Talleyrand aux Anglais « Prenez garde à ne pas forcer le premier consul à conquérir l'Europe. » Forcer le premier consul à conquérir l'Europe et à reconstituer l'ancien empire des Gaules. À bon entendeur, salut, et les Anglais entendent fort bien. D'autre part, il va faire publier dans son journal officiel, le Moniteur, le 30 janvier 1803, un rapport qu'il a demandé au général Sébastiani. Il avait envoyé ce général en Proche-Orient, à Constantinople, en Égypte aussi. Ce rapport était secret. Et il le fait publier dans le Moniteur, un rapport qui est rempli d'insultes pour l'Angleterre et d'indications de ce que l'on prépare contre elle militairement. C'est un coup de provocation inouï. Un ami à moi qui s'appelle Jean Massin, qui a fait un très bon almanach impérial, dit maladresse, incroyable maladresse de la part de Bonaparte. Pas du tout une maladresse. Calcul, provocation. De même qu'on va dire que ce sont les Anglais qui refusent d'évacuer Malte. Effectivement, ils n'évacuaient pas Malte parce que la France de Napoléon s'était emparée de tout ce que vous savez, de tout ce que je vous ai dit. Enfin, vous avez vu les avancées des tentacules depuis 1802. Les Anglais disaient, tant que vous ne reviendrez pas sur vos positions du traité de Lunéville, nous garderons Malte. Du reste, Napoléon dira tranquillement à Bertrand, à Sainte-Hélène, Malte était un prétexte. En fait, c'est une affaire économique. Le 18 février, il va faire, Napoléon, Bonaparte, il n'est encore que Bonaparte, il va faire à Whitworth, qui est l'ambassadeur d'Angleterre, une scène telle que le soir, rédigeant sa dépêche diplomatique, Whitworth dira, à son cabinet, au cabinet britannique, je m'excuse, je ne peux pas reproduire les termes de Chartier, dont s'est servi le premier consul, le papier diplomatique ne les souffre pas. Puis, le 13 mars, ça y est, de nouveau une insulte à Whitworth. Whitworth demande ses passeports, 13 mars 1803, c'est la rupture, c'est le commencement d'une guerre qui ne se finira pas, qui ne se terminera qu'avec la chute de Bonaparte, 11 ans de guerre, et quel que soit le mépris que nous pouvons avoir pour un homme comme Talleyrand, nous sommes obligés de donner raison à Talleyrand quand il écrit. Désormais, ce n'est plus la France qui fait la guerre, c'est Napoléon qui fait la guerre aux moyens du peuple français. Rendez-vous compte des choses. Un spécialiste en hold-up géant s'est emparé de la France. Et c'est effectivement au moyen de la France qu'il va poursuivre sa carrière de meurtre et de pillage. Seulement le drame, c'est que ce caïd, les tueurs dont il dispose, c'est des conscrits français.